Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce mercredi. Dans moins de 24 heures, nous saurons vraiment à quoi ressemblera notre été. Pourrons-nous franchir la barrière des 100 km, nous allonger sur la plage, aller au musée ou dans un parc d'attractions? Toutes les pistes dans un instant. Sans attendre l'annonce officielle par Édouard Philippe, des milliers de professionnels du tourisme ont tout préparé. Les hôtels ont mis en place des protocoles très stricts, ainsi que les restaurants et les piscines municipales. Le confinement qui a fait le bonheur des escrocs sur Internet. Certains vous demandent votre numéro de sécurité sociale pour percevoir une allocation, d'autres votre numéro de carte bancaire. Nos conseils vous éviteront quelques désagréments. Comment prendre soin de votre masque en tissu réutilisable? Comment être sûr qu'il vous protège? Nous avons testé plusieurs méthodes. Enfin, nous partirons au Texas, au pays des cow-boys. Leur mode de vie n'a pratiquement pas changé depuis un siècle et pourtant la pandémie les touche aussi. Vous verrez de quelle manière. Demain, peu après 16h, nous saurons donc avec précision à quoi ressemblera notre vie d'après. Édouard Philippe devrait entrer dans les détails. Les lycéens vont-ils retourner à l'école avant septembre? Les parents, les amis pourront-ils se retrouver, même s'ils habitent à plus de 100 km? Les restaurateurs au bord de la faillite vont-ils pouvoir rouvrir? Voici les principales pistes avec Alison Tassin. Demain, le gouvernement dévoilera une nouvelle carte de France avec plusieurs changements. Les couleurs seront attribuées département par département et non plus par région. Du vert, du rouge et un possible retour du orange pour les zones encore considérées comme vulnérables, par exemple en Île-de-France. Et cela aura toujours son importance, notamment pour les cafés et restaurants. Le bar, j'ai hâte qu'il s'ouvre. En zone verte, ils rouvriront dès mardi, mais à quelles conditions? L'idée d'un espace obligatoire de 4 mètres carrés par client n'est plus à l'ordre du jour. Les professionnels du secteur plaident pour des tables séparées d'au moins 1 mètre, limitées à 10 personnes. Autre lieu de distraction attendu, les salles de spectacle. Sur la table, une réouverture progressive tout au long du mois de juin, avant les cinémas en juillet. Côté éducation, après les écoles primaires, les 6e, les 5e, le gouvernement souhaite aussi un retour au lycée avec priorité à l'enseignement professionnel. Les conditions de l'oral de français sont aussi à préciser. Ma sœur, elle ne sait pas encore si elle doit continuer à préparer son bac de français ou pas. On n'est pas dans les bonnes conditions. Enfin, reste le plus gros questionnement. Jusqu'où pourra-t-on aller ? Je dois aller en Normandie cette semaine ou la semaine prochaine, donc j'aimerais bien partir. Et surtout, moi, ce que je souhaite, c'est prendre l'avion pour aller en Corse. J'attends ça depuis 3 mois. La règle des 100 km sera-t-elle maintenue ? Les discussions se poursuivent encore ce soir. En revanche, concernant les voyages en Europe, la décision ne sera pas prise avant plusieurs semaines. S'il faut retenir un chiffre ce soir concernant l'épidémie en France, c'est sans doute celui-ci. 1501 patients sont en réanimation, 54 de moins qu'hier. C'est le chiffre le plus bas depuis la mi-mars, depuis donc le début de cette épidémie. Sachant cela, la France tout entière pourrait-elle passer au vert? Plusieurs indices indiquent en tout cas que le virus circule beaucoup moins vite qu'il y a quelques semaines. Les brigades chargées de suivre les personnes contaminées sont presque désœuvrées et ce n'est qu'un exemple. Louise Marcy, Thierry Hackett et Sylvain Roland. C'est un enjeu crucial, passer du rouge au vert. Des élus des Hauts-de-France et de l'Est le réclament depuis plusieurs jours. Nous alertons le gouvernement aujourd'hui en disant que les indicateurs depuis plus de 15 jours sont au vert. Il est temps de passer à cette couleur, de ne plus rester au rouge. Et en effet, les chiffres semblent lui donner raison. Dans les services de réanimation, le nombre de patients ne cesse de baisser, partout en France. Même constat concernant les hospitalisations. On a très peu de patients qui sont hospitalisés, tous les médecins le disent, on n'a plus de patients Covid dans nos services, donc en fait on est arrivé à un niveau où la circulation est tellement faible qu'elle n'a plus d'impact majeur sur l'activité hospitalière. Autre indicateur, le dispositif prévu pour isoler les patients fonctionne au ralenti, faute de malades. Les chambres d'hôtel restent vides. Si l'on s'en tient aux critères établis le 7 mai, demain, toute la France devrait théoriquement passer en vert. Mais le gouvernement songe à ajouter d'autres critères, les consultations chez les généralistes par exemple. Cela pourrait modifier la carte. L'épidémie n'est pas encore derrière nous, même si un facteur pourrait accélérer sa disparition, celui d'une sensibilité du virus à la chaleur.
C'est ce qu'affirme une nouvelle étude chinoise. À chaque degré supplémentaire, une diminution de 3,1% des nouveaux cas et 1,2% des décès. Nous allons vers une accalmie et vraisemblablement en relation avec l'élévation de température. Mais au moment où la température va baisser en France, c'est-à-dire à l'automne, entrer dans l'hiver, le virus risque de réapparaître. Les restrictions et les gestes barrières devraient accompagner notre quotidien encore pendant plusieurs mois. Si certaines régions ou départements restent rouges demain, que va-t-il se passer concrètement? Les Français concernés se préparent, quoi qu'il advienne, à recouvrer quelques nouvelles libertés. Benoît Cristal et Guillaume Aguerre. Comme beaucoup de restaurateurs français, ils sont déjà de retour en cuisine. Mais cette activité de vente à emporter ne représente que 20% de leur chiffre d'affaires habituel. On espère surtout la réouverture prochainement, on s'accroche à ça, c'est pour ça qu'on a commencé avec cette vente à emporter. Tout est donc prêt pour un passage en zone verte. Même les habitués du quartier font leur apparition. Et ils espèrent bien s'asseoir de nouveau en salle en respectant 1 mètre de distance. Je travaille juste en face, donc oui, je viendrai forcément au moins une fois par semaine. On va prendre d'assaut les restaurants, c'est sûr et certain. Pourtant, à Paris, rien ne garantit un passage en zone verte. L'avenir de 5 salariés est dans la balance ici. S'ils nous disent vous rouvrez, on sort tout le monde du dispositif du chômage partiel, très bien, mais il faut qu'on génère le chiffre qui permette de payer tout le monde. Autre activité en pleine incertitude, les salles de sport et de yoga. Ici aussi, on se prépare à la réouverture, mais avec les contraintes sanitaires à venir, il n'y aura pas assez de place pour tous les clients. Il faudra donc continuer les cours sur Internet. Je crois que c'est vraiment un usage qui s'est créé, qui pourrait perdurer. Et c'est pour ça que nous, on a l'intention de continuer les cours en ligne, même si on réouvre et même si on recommence les cours présentiels. Dernier espoir en zone rouge, la réouverture des parcs et jardins. Avec la chaleur actuelle, tous ces espaces verts immaculés font rêver les riverains. Quand il fait des journées comme ça, c'est extraordinaire. Mais oui, mais ça fait 3 semaines qu'on peut dire confinés derrière les grilles. Pour les loisirs comme pour le travail, tous les habitants des zones rouges attendent donc avec impatience les annonces du gouvernement. Dans l'autre partie de la France, en zone verte, les professionnels du tourisme se disent fin prêts pour la saison estivale. Ces 2 premières semaines de déconfinement leur ont permis de résoudre le casse-tête des mesures sanitaires. Ils n'attendent plus que les coups de téléphone de réservation. Illustration à Oulgat dans le Calvados, Guillaume Torel et Anaïs Lebranchu. En 14 ans d'expérience, Stéphane Lomé n'avait jamais été aussi impatient de rouvrir son camping. Après 2 mois d'inactivité, il se prépare à retrouver des clients, mais reste prudent avant les annonces du Premier ministre. Nous avons entretenu dernièrement les haies, les gazons, les talus pour que ce soit fin prêt. En attendant l'annonce officielle du gouvernement, les réservations s'accumulent. Ce camping est déjà réservé à près de 90% pour juillet et août. Tout le monde est en attente depuis 15 jours, 3 semaines déjà. On le voit bien au téléphone que les gens attendent cette date d'ouverture pour les campings. À quelques mètres de là, dans ce restaurant, il est déjà temps de refaire le plein de produits frais. En rentrée, ça va être des moules, des huîtres, des crevettes, du saumon, du bar. Il est aujourd'hui prêt à rouvrir et ne craint pas les problèmes de réapprovisionnement. Il y a peut-être la quantité qui va manquer. Maintenant, on aura des produits, donc on pourra quand même accueillir nos clients. Tous les commerçants se sont adaptés. Dans cet hôtel, les nouvelles consignes sanitaires seront appliquées. Si les réservations sont pour l'instant timides, la gérante de l'hôtel constate un changement d'habitude. Ce qui est différent par rapport à la saison dernière, je pense que les gens vont rester plus longtemps. Ça va être des réservations un peu plus longues. Donc oui, non, bon, en ce moment, en tout cas, ça commence à appeler. Dans cette station balnéaire, les professionnels sont impatients de pouvoir enfin lancer pleinement leur saison. Et puis vous allez le voir, certains départements ont déjà pris de l'avance et anticipé le fait que les touristes allaient bientôt revenir. Pour qu'ils soient encore plus nombreux, la Charente et la Charente-Maritime vont distribuer des chèques vacances de 100 € à chaque visiteur cet été. L'offre vous paraît trop alléchante pour être vraie? Vous avez tort. Sans perdre une minute, Guillaume Ployer et Christophe Deveau ont sauté sur l'occasion. Si l'on vous donnait 100 € pour partir en vacances dans les 2 Charentes cet été,
Vous laisseriez-vous tenter? Sur un séjour court, 100 €, ça fait une vraie différence pour 2, 3, 4 nuits. Après, sur une semaine ou plus, c'est vrai que là, ça va pas être peut-être l'élément qui va faire basculer les gens. Lors des vacances, les 2 départements charentais comptent bien tirer leur épingle du jeu. L'opération séduction consiste à rembourser 100 € à 10 000 touristes qui séjourneront ici, mais à 3 conditions. C'est d'aller dans un hôtel du territoire, c'est d'aller dans un restaurant traditionnel, et puis d'aller visiter un site, un musée local, voilà, pour pouvoir en bénéficier. Vous rentrez chez vous, avec vos justificatifs, vous renvoyez ça à Charente Tourisme, qui renvoie le chèque de 100 €. Une somme non négligeable, en particulier pour les foyers dont le pouvoir d'achat a souffert depuis le début de l'épidémie. Non, c'est pas rien. Nous, surtout nous, par exemple, un établissement comme le nôtre, où le ticket moyen, il est à 17, 19 €. On fait manger une famille, là, avec un billet de 100 €, la famille mange, quoi. L'enjeu est aussi majeur pour les professionnels du tourisme. Rien qu'en Charente-Maritime, le secteur pèse près de 2 milliards d'euros par an et 20 000 emplois. Dans cet établissement, les premières réservations sont attendues avec impatience. On a besoin de tout en ce moment, vraiment on a besoin de tout. Et ce bon tombe à pic, ce bon de 100 € tombe à pic et pourra ramener naturellement pas mal de clientèle et de fréquentation touristique. L'aquarium de La Rochelle n'a pas échappé à la crise. Déjà plus de 2 millions de pertes depuis mars. Le retard ne sera jamais rattrapé. 2020 sera une année noire. On a continué à avoir des charges, on a continué à prendre soin de nos animaux, mais pas de recettes. Et la reprise, on l'espère justement avec d'initiatives comme celle du département qui va doper peut-être l'attractivité du territoire. Les 2 départements charentais ont investi 1 million d'euros pour financer l'opération. Le prix à payer pour venir en aide aux professionnels du tourisme. Parmi les annonces les plus attendues, demain, l'assouplissement de la règle des 100 km autour du domicile. Si cette limite est abolie, qu'allez-vous faire? Où allez-vous aller? Sur la route entre Paris et Sens, Annie Bazar et Bichente Akala vous ont tendu leur micro. Nous partons de Paris, direction Sens. Première étape avant l'autoroute, une station-service dans le centre-ville. Pour les Parisiens, la suppression de la limite des 100 km, ça permettrait de faire le plein pour prendre un bol d'air. Ce serait bien, oui, j'aimerais bien partir en week-end à la campagne. Voire même beaucoup plus. Loin, au soleil, reposer, oublier un peu tout ce qui se passe et reprendre la vie normale dès que c'est possible. Pour d'autres, le repos, ce n'est pas la priorité. Les vacances, ce sera en août, donc pour l'instant, on va essayer de rattraper le chiffre d'affaires perdu ou tout du moins sauver les meubles. À une 50aine de kilomètres de là, sur l'autoroute A5, nous voici sur une aire de repos d'habitude prisée. Mais le parking voiture est vide, il n'y a qu'un seul camion en provenance du Havre. Bonjour. Nous posons la même question à son chauffeur. J'attends oui et non, comme tout le monde, je prends la liberté, quoi. À côté, dans la station-service, malgré les plaques d'immatriculation, ceux qui font le plein nous assurent qu'ils sont tous du coin et ne semblent pas faire preuve d'impatience. Je compte faire quoi? Je compte juste aller voir de la famille du coup en Bretagne. Pas spécialement envie de partir en vacances à l'heure d'aujourd'hui, avec ce qui se passe et la Covid. Enfin, voilà, c'est pas forcément d'actualité non plus. Non. Toutes les personnes que nous venons d'entendre habitent de grandes villes. Arrêtons-nous quelques instants dans une petite commune de moins de 1000 habitants, Valence-en-Brie, en Seine-et-Marne. J'aimerais bien, avant la fin de l'été, pouvoir aller un petit peu dans notre petite résidence secondaire en Atlantique. Aller faire un tour au bord de la mer quand même, ouais. Pas forcément en même temps que tout le monde. Nous arrivons enfin à Sens, dans l'Yonne. Aller voir la mer, prendre le large. Qu'en pense-t-on ici? Là, c'est bien, je bronze en même temps. Ça me rappelle le temps que j'allais sur les plages. Bon, je vais pas plus loin. Pourquoi? Parce que pour moi, le virus, il est toujours là. Parce qu'il est nécessaire de faire attention, de continuer à faire attention en tout cas. De Paris à Sens, même si certains tournent en rond après 8 semaines de confinement, 100 km ou pas, on craint encore le retour du virus. Certaines écoles et collèges ont rouvert depuis 2 semaines, voyant que la rentrée se passait bien, que les enfants ne tombaient pas malades. De nombreux parents, jusque-là réticents, demandent aujourd'hui que les écoles puissent accueillir leurs enfants. Mais le nombre de places n'est pas extensible. Illustration en région parisienne, David Desarrojo, Clément Biet et Frédéric Mignard. 3 x 5, 15. À croire qu'ils regrettent les cours de maths. Un risque. Antoine en CE1 et Emma en CM2 ont cours 2 jours par semaine. Le reste du temps, c'est donc leur mère qui joue les enseignantes. Tu viens Antoine? Tu as travaillé avant que je sois en réunion? Donc là, je t'ai remis le plan de travail de la journée. Et tu as la petite fiche de numération à faire.
Comme des millions de Français en télétravail, Sabine Wéry est épuisée d'avoir à tout gérer en même temps, les réunions et les devoirs. On fera après. Excuse-moi, j'ai été interrompue par mon fils. Ah, c'est très dur, c'est beaucoup de fatigue. Et c'est vrai que là, on pensait être sorti d'affaires avec la fin du confinement et on sait que c'est pas encore terminé. C'est vrai que dans l'idéal, c'est qu'il retourne à l'école et qu'il y a aussi tous les services aussi périscolaires. Il y a aussi la garde du mercredi à gérer. Sa commune, Chatou, près de Paris, a sondé les parents. 65% d'entre eux réclamaient la reprise des cours. À peine 20% des élèves ont pu être accueillis. Là, il y a à peu près une 60aine de pages. Voilà, 54 pages. La faute à ce document qui détaille chaque règle auquel les écoles doivent se soumettre. Pour chaque activité, il y a des fiches techniques. Les bavoirs et les serviettes sont individuels et lavés dès qu'ils sont souillés. Il faut aussi respecter les distances. Or, impossible de pousser les murs. Bien sûr, on espère tous un assouplissement de ce protocole sanitaire, surtout pour les écoles maternelles. Et c'est triste d'avoir à dire ça, mais oui, aujourd'hui, il y a une sélection des enfants qui se fait. Pour le moment, l'Éducation nationale n'envisage pas d'assouplir le protocole sanitaire. C'est l'un des symboles de notre pays confiné. Les 4000 piscines publiques du pays sont toutes fermées depuis le 13 mars. Quelques-unes viennent de rouvrir à titre de test. C'est le cas à Chartres de Bretagne. Vous allez voir quels protocoles ont été mis en place. Ils préfigurent peut-être les consignes que nous devrons respecter cet été. Nicolas S. et Nick Ressman ont mis leur maillot. Les bassins sont encore vides, mais dans quelques jours, ils pourraient de nouveau accueillir des baigneurs. Cet établissement public géré par plusieurs communes s'y prépare. Des plexiglas sont installés. Le nageur devra prendre rendez-vous, porter un bracelet et le nombre de places sera limité. À l'instant T, il pourrait y avoir que 140 personnes dans l'établissement au lieu de 567. On va limiter la durée de baignade à 1h30. En entrant dans les vestiaires, les nageurs suivront un sens de circulation strict. Un côté des cabines qui est réservé pour se changer, en l'occurrence les cabines rouges, voilà, et les cabines jaunes serviront pour se rhabiller. Comme ça, les personnes ne se croisent plus. Chacun disposera de son casier. Dans les sanitaires, tous les sèche-cheveux ont été enlevés. Une douche sur 2 sera condamnée. Sur les bassins, des bandes ont été collées pour définir les distances. Donc on a mis des croix, je peux m'asseoir là, mais je ne peux pas m'asseoir là. Voilà. Dans les piscines, les maîtres nageurs préparent les lignes d'eau. Chaque couleur a son importance. Si je nage dans le blanc, celui qui est devant moi doit au moins être dans le bleu. Ça, c'est quelque chose de nouveau, par exemple. On ne va pas pouvoir se doubler. Il va falloir respecter un certain rythme de nage. On est déjà beaucoup sur la surveillance, mais là, plus de prévention, notamment sur l'hygiène aussi. La direction réfléchit depuis plusieurs semaines à ces nouveaux aménagements. Elle a investi 5 000 €. Il faut qu'on offre un service de sécurité, de baignade sécurisée pour les gens, c'est tout. L'établissement espère accueillir le public dès la semaine prochaine. Un test grandeur nature qui préfigure les piscines françaises de l'après-Covid. Alors que les rassemblements de plus de 10 personnes et les sports collectifs sont toujours interdits, un match de football, un de plus, opposant 2 villes de banlieue parisienne, a rassemblé près de 500 spectateurs hier soir. Le maire d'une des communes concernées, qui n'a rien pu faire, a dénoncé ce qu'il appelle la mise en danger d'autrui. Récit de Georges Brenier, Patrick Ninine et Léa Caboche. Pas un masque à l'horizon et des jeunes collés les uns aux autres, comme si le coronavirus avait perdu son match face à des fans de foot heureux et insouciants. Grigny et Corbeil, les bandes des deux villes ont beau être des ennemis jurés, ils étaient près de 500 hier soir réunis sur la même pelouse. La victoire de Corbeil a elle aussi été fêtée sans grand respect pour les gestes barrières élémentaires. Pourtant cet après-midi dans les rues de Grigny, quelques rares voix s'élevaient contre ce match. Je pense honnêtement qu'il y a eu trop de monde. Et puis en plus, la maladie, ce virus satanique n'est pas encore parti encore. Tandis que beaucoup n'y voyaient aucun problème. En même temps, ils ont envie de jouer au foot et ils n'ont pas envie de rester enfermés. Moi, clairement, je cautionne ça. Parce que, au quartier, on s'ennuie, il n'y a plus de foot amateur. Si je devrais y retourner, je retournerai. Au moment du match, les policiers étaient mobilisés sur un barbecue qui a dégénéré. Une intervention pour verbaliser tous ces jeunes aurait sans doute viré à l'affrontement. Le maire de Grigny, lui, s'inquiète des suites sanitaires. Il y a une mise en danger d'autrui. Ces gens-là se sont séparés, sont retournés dans leur famille, peut-être avec le virus et peut-être en contaminant.
Une enquête est en cours pour retrouver les organisateurs, comme c'est déjà le cas à Strasbourg, après un match illégal qui avait réuni dimanche soir 400 personnes. Un nouveau combat pour les forces de l'ordre, car d'autres rencontres sont d'ores et déjà programmées. L'actualité, c'est aussi ce drame qui s'est produit vers 15 h aujourd'hui à Saint-Varant, dans les Deux-Sèvres. Un homme armé a tué 3 personnes avant de tenter de se suicider. L'homme serait employé dans un site d'exploitation d'une carrière. Vous vous en souvenez sans doute, la semaine dernière, des foyers de contamination avaient été découverts dans plusieurs commissariats de la région de Lille. Une campagne massive de dépistage a commencé. 1000 policiers ont été testés. Ce dépistage a pris fin aujourd'hui alors que les premiers résultats sont publiés. Reportage Sébastien Ambert et Thierry Chartier. Depuis une semaine, les policiers lillois se succèdent dans ce grand amphithéâtre du commissariat central. Le but, tester l'ensemble de l'effectif de l'hôtel de police après la découverte la semaine dernière de 3 cas positifs au Covid-19. Selon nos informations, dans l'agglomération lilloise, 23 policiers sont aujourd'hui malades du coronavirus. Il n'y a pas de collègue qui est gravement atteint. Moi, j'ai rencontré beaucoup de collègues, notamment sur Tourcoing, etc., qui ont subi cette maladie, ils sont restés chez eux. Donc ils m'ont dit que c'était très pénible, effectivement, puisqu'ils sont restés avec plus de 10 jours de fièvre. Mais aujourd'hui, on n'a pas de collègues, heureusement, en réanimation ou dans un état grave lié au Covid sur la métropole lilloise. Par effet domino, 80 policiers sont également placés en quatorzaine, par précaution. Il s'agit des collègues de celles et ceux qui sont aujourd'hui positifs au Covid-19. Mais les syndicats regrettent que le port du masque n'ait pas été rendu obligatoire dès le premier jour du confinement. Au tout début, on a réclamé ces masques. On les avait en stock, bon, ils étaient peut-être périmés, mais au moins ça nous permettait de nous protéger. On nous a interdit de les porter. C'était une instruction ministérielle qui nous interdisait de porter le masque sur la voie publique ou dans les locaux. Le dépistage massif ici à l'hôtel de police de Lille s'est donc terminé ce soir. 1000 policiers auront été testés. Les résultats finaux seront connus dans quelques jours. Mais d'ores et déjà, les autorités sanitaires parlent d'une contamination très modérée. 1% des policiers de toute l'agglomération lilloise auront été touchés par le Covid-19. Sachez que le gouvernement, sans surprise, a interdit aujourd'hui l'usage de la chloroquine comme traitement du coronavirus à l'hôpital. Ce décret fait suite à l'avis défavorable du Haut Conseil de santé publique qui a estimé que l'hydroxychloroquine était inefficace et même dangereuse. Par ailleurs, l'Assemblée nationale s'est prononcée ce soir en faveur de l'application Stop Covid. C'est cet outil de traçage numérique disponible sur téléphone portable et qui est censé aider à lutter contre l'épidémie. Vous avez peut-être reçu dernièrement un email vous proposant des masques à un prix très intéressant ou un autre message vous invitant à transmettre votre numéro de sécurité sociale pour percevoir une allocation. On appelle ça du hameçonnage ou en bon franglais du phishing, une arnaque particulièrement répandue en temps de confinement. Jérôme Garot et Sébastien Maloiseau, qui ne sont pas nés de la dernière pluie, en ont débusqué quelques-unes. Des mails presque parfaits. Gouvernement, Agence publique de santé, OMS. Leurs logos sont imités pour vous tromper. Ces faux courriels promettent une aide. Des masques à prix cassés, ce sont en fait des arnaques pour récupérer vos coordonnées bancaires. Une enseigne connue, une marque connue, je fais plutôt assez facilement confiance. Dès que je vois que c'est une adresse que je connais pas ou qu'il y a un contenu un peu bizarre, je supprime directement. Des emails comme hameçon. On appelle cette fraude l'hameçonnage. En avril, Google annonçait bloquer chaque jour 18 millions d'arnaques liées au coronavirus. On va regarder maintenant ensemble plusieurs messages sur ma boîte mail, des messages d'hameçonnage, et on va voir comment repérer les arnaques. D'abord, ne jamais cliquer tout de suite sur une image ou un lien. Vérifiez l'adresse mail de l'expéditeur, truclien224@gmail.com, pas très officiel pour une entreprise de vente de masques. Attention aussi aux fausses pages internet comme celle-ci. Les pirates ont même repris le tout nouveau logo du gouvernement. Ce site propose une aide pour compenser des pertes de revenus liées au coronavirus, à condition d'indiquer nom, adresse, coordonnées bancaires. Arnaque, évidemment. Pour ce spécialiste, les malfaiteurs ont aussi trouvé une faille avec le télétravail. Les gens, classiquement, étaient déstabilisés par rapport à leur environnement classique, donc étaient susceptibles de cliquer plus facilement et de tomber dans un panneau tendu par des pirates qui connaissent bien cet environnement et l'utilisent très finement. Enfin, souvenez-vous qu'un site gouvernemental ou une banque ne demande jamais par email des coordonnées bancaires. En temps ordinaire, c'est un magasin qui accueille jusqu'à 50 000 clients par jour. Le Printemps Haussmann, en plein cœur de Paris, va rouvrir ses portes demain matin à 11 h. La préfecture s'opposait à cette ouverture. La justice lui a donné tort.
En coulisses, on se prépare activement pour faire redémarrer cet immense paquebot. Marie Demarque et Philippe Véron sont montés à bord. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Des retrouvailles sans clients pour préparer la réouverture. On vous remet un package avec 3 masques. On a évidemment du gel hydroalcoolique à chaque caisse. Pendant 2 mois et demi, aucun client n'est entré ici. Mais certains vendeurs spécialisés comme Arnaud n'ont pas cessé de travailler. Là, je choisis en fait les vêtements pour une cliente asiatique qui m'a envoyé des photos et je cherche les pièces qui sont disponibles en magasin. Des clients qui commandent des 4 coins du monde directement par message. Je peux en recevoir, vous savez, dès le matin, voire même la nuit. Mais bon, le soir, je mets quand même silencieux pour pour pouvoir dormir tranquille. Grâce à ce service haut de gamme, le magasin a pu sauver une petite partie de son activité. Là, il y a une commande pour une cliente française, ça c'est une cliente chinoise et ça c'est une cliente du Moyen-Orient. Mais la majorité des clients étrangers a disparu. Ils représentaient un acheteur sur 2 avant la crise. Aujourd'hui, il faut compter sans ces touristes très dépensiers. On n'aura pas un retour de la clientèle internationale, et notamment asiatique, avant probablement le début du mois de janvier. Donc je pense que le chiffre d'affaires, évidemment, sera en baisse. On ne s'attend pas au même trafic. Bon, néanmoins, ça nous permet aussi de nous concentrer sur la clientèle de proximité, la clientèle parisienne. Une clientèle tricolore qui pourrait profiter du déconfinement pour dépenser les 60 milliards d'euros épargnés par les ménages pendant la fermeture des magasins. C'est une enseigne de vêtements qui promettait de révolutionner le monde du prêt-à-porter féminin en cassant les prix. Camaïeu vient d'être placé en redressement judiciaire 35 ans après sa création. Comment expliquer ce déclin? Élément de réponse avec Antoine de Pressigou et Jean-Philippe Eckett. Nous voici à Roubaix au début des années 90. Un magasin ouvert tous les 15 jours en France et bientôt à l'étranger. L'objectif Camaïeu, être leader européen de la distribution. 30 ans plus tard, pari raté. Camaïeu est aujourd'hui criblé de dettes et ne fait plus vraiment l'unanimité auprès des femmes. Pour moi, c'est vraiment démodé. Je trouve que c'est un peu vieux et un peu classique à mon goût, voilà. Camaïeu, c'est 634 magasins en France. Cela fait beaucoup. Pour vous donner une idée, c'est presque 3 fois plus qu'H&M, 5 fois plus que Zara. Beaucoup de magasins, d'importants loyers et pas assez de présence sur Internet. Des erreurs payées cash ces derniers mois. Gilets jaunes, grève des retraites, coronavirus. Beaucoup de boutiques sont restées fermées. Le coup de grâce, dans un contexte où le marché du textile se porte mal depuis bien plus longtemps. Il y a une baisse de la consommation d'achat de textiles régulière. Ça fait 12 ans de suite de baisse. Et encore depuis le début de l'année, janvier et février, donc avant Covid, c'était encore entre moins 4 et moins 5%. Et aujourd'hui, les enseignes en difficulté, c'est celles qui étaient déjà en difficulté avant le Covid. Certes, certaines marques s'en sortent. L'entrée de gamme au prix attractif et le haut de gamme qui mise sur la qualité. Problème, Camaïeu est entre les deux. Devant le siège de Roubaix aujourd'hui, certains salariés pointent du doigt les erreurs stratégiques des anciens dirigeants. On a eu un président-directeur général qui venait quand même d'une grande entreprise multinationale, Sephora. Lui, à un moment donné, il a décidé de mettre en place un certain nombre d'accessoires, les vernis à ongles et le parfum. Nous, on voulait rester uniquement sur la vente d'articles féminins. Et ça n'a pas marché. L'État cherche aujourd'hui un repreneur pour éviter la disparition de l'entreprise. 4000 emplois sont menacés. Cette crise sanitaire sans précédent a aussi fait émerger des entreprises qui ont gagné de nouveaux clients. C'est le cas de cette PME bretonne qui vend des produits surgelés. Il y a 2 mois, elle avait presque du mal à faire face à la demande. Son activité avait explosé. Où en est-elle aujourd'hui? Tara Lagoutte et Julien Deniel sont retournés sur place. Cornflakes, on en a en stock un peu Non, on n'a plus. Une fréquentation normale pour un début de semaine, loin de celle du 13 mars dernier. Des rayons pris d'assaut à la veille du confinement et des clients inquiets venus faire des provisions de surgelés. Parce que ça se conserve longtemps et qu'on ne sait pas combien de temps va durer la situation qu'on traverse. À l'époque, Daniel Sauvager, directeur de ce magasin de surgelés, n'avait jamais vu une telle augmentation de ses ventes. Ce matin, nous avons une progression de 494%, qui intègre la fréquentation magasin et les préparations Internet. On a eu une accélération énorme des commandes Internet. Et la tendance s'est poursuivie. 95% de chiffre d'affaires en plus en mars, 62% en avril. Toutes les enseignes l'ont vécu.
Il y a eu cet emballement, cette crainte de ne pas pouvoir s'approvisionner normalement après. Mais pour nous, ça a été une montée en puissance très importante pour l'enseigne. Ici, les prix n'ont pas bougé pendant le confinement, mais le panier moyen, lui, est passé de 50 à 67 € pour le consommateur. Ça permet de solliciter les producteurs locaux et de consommer bien pour des tarifs abordables. On fait le maximum en une fois, comme ça évite de circuler. Même si le déconfinement est d'actualité, on limite quand même les déplacements. Ce magasin travaille essentiellement avec des producteurs locaux. Avant le confinement, son gérant craignait de manquer de stock face à l'explosion de la demande. Heureusement pour lui, les fournisseurs ont suivi, comme cet artisan boulanger. Donc voilà Daniel, je t'ai envoyé la suite, la pizza comme prévu, les burgers et les brioches. Ça nous a permis aujourd'hui de multiplier notre chiffre par 4 et de maintenir notre activité. Plus de 100, 120, 130% peut-être. C'est vrai que la demande a été réelle et les clients ont été aussi très, très demandeurs. Dans cette même salle à droite, il y a 2 mois, étaient entreposées les commandes en ligne. Leur nombre a été multiplié par 10 avec le confinement. Et la tendance se confirme. Aujourd'hui, cette salle est devenue trop petite. Les livraisons sont donc déposées à l'entrée du magasin. Pour faire face à la demande, le magasin a dû embaucher 2 personnes, pour l'instant en CDD, mais leur situation pourrait évoluer à plus long terme. Il y a 3 semaines, dans nos journaux, nous vous avions présenté des enfants dont les parents soignants sont morts du coronavirus. L'Assemblée nationale a adopté hier une résolution visant à leur accorder le statut de pupille de la nation. Que sont devenus ces enfants? Noé Gandillot, Arnaud Etcheverry et Thierry Valta ont recueilli leurs témoignages. Avec ses 2 enfants, Laure Baumal doit quitter son appartement. Tu me donnes? Le loyer est devenu trop cher depuis la mort de son mari. On va aller dans une nouvelle maison. À 2 salaires, avant, on vivait très confortablement, mais là, maintenant, ça a changé la donne. Vous n'avez plus qu'un salaire, en fait? Ouais. Okay. Ouais. Et c'est pas le même que celui de mon mari, donc forcément, tout change, ouais. Son mari, Olivier, était infirmier pompier. Il a contracté le Covid dans l'une de ses interventions. Il est décédé il y a 1 mois et demi. Quand tu penses à lui, à quoi tu penses? Qu'il a sauvé des vies et qu'il n'est pas mort pour rien. Et ça, c'est important pour toi? Baptiste a 11 ans, il pourrait bientôt devenir pupille de la nation. Hier, des députés ont voté à l'unanimité pour que les enfants de soignants morts du Covid obtiennent ce statut qui garantit un soutien de l'État jusqu'à 21 ans. Ça pourrait nous aider, financièrement surtout, pour plus tard, pour quelle école je veux faire et pour d'autres choses. Un soutien financier pour les vêtements, la nourriture ou les vacances, mais aussi de l'aide à la recherche d'emploi et pour les études. Un appui essentiel pour Christiane et Anouchka. Elles ont 18 et 19 ans. Le mois dernier, elles ont perdu leur mère, aide-soignante à l'hôpital de Châteauroux. C'est rassurant parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir, on ne sait pas comment on va faire. Là, on doit chercher des écoles, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, le déménagement, etc. Et savoir qu'on va être aidé ou qu'on peut être aidé par rapport à tout ça, c'est plus rassurant qu'autre chose et on peut se projeter dans l'avenir. En attendant le soutien de l'État, les 2 étudiantes vont quitter Châteauroux pour aller chez leur oncle et leur tante et commencer leurs études. Depuis le début de l'épidémie, près de 40 soignants sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Comme chaque soir, c'est l'heure de répondre à vos nombreuses questions. Vous nous les posez tous les soirs avec le hashtag Le20h-TF1 vous répond. Bonsoir Garance Pardigon. Bonsoir Gilles. Première question que se posent beaucoup de Français qui font des achats dans les magasins. Un commerçant a-t-il le droit de prendre ma température par infrarouge à l'entrée du magasin? Alors, sur le principe, pourquoi pas? Ça fait partie des mesures barrières possibles. À Cannes, par exemple, c'est même devenu une habitude. Prise de température proposée dans les commerces alimentaires. J'ai bien dit proposée et j'insiste parce qu'en aucun cas, ça ne peut être obligatoire. En d'autres termes, vous pouvez refuser le thermomètre, avoir une fièvre de cheval et tout de même rentrer dans le magasin. Autre question, je voudrais acheter un véhicule vert, peu polluant. Il existe plusieurs bonus, des nouvelles primes ont d'ailleurs été annoncées hier. Est-ce qu'elles sont cumulables? Alors oui, et ça peut même donner un calcul intéressant. Pour l'achat d'une voiture électrique, par exemple, vous pouvez cumuler bonus écologique et prime à la conversion, 12 000 € au maximum au total, c'est pas mal. Cumul possible également pour les hybrides rechargeables, même si là c'est un peu moins généreux, 7 000 € maximum. Notez toutefois que la prime à la conversion est soumise à conditions de ressources et ça vaut quel que soit le véhicule.
Dernière question. J'ai reçu un avoir après l'annulation d'un voyage pour cause d'épidémie, bien sûr. En lisant attentivement le bon d'échange, en petits caractères, je me suis aperçu que les conditions d'utilisation étaient très restrictives. Est-ce que c'est légal? Non, et ça justifie même un petit signalement à la répression des fraudes. Retenez que cet avoir, en fait, c'est comme un crédit pour de nouvelles vacances. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, dans la limite de son montant. Vous pouvez changer la destination, la période du voyage, par exemple partir en pleine plutôt qu'en basse saison. Alors, c'est vrai que selon l'UFC Que Choisir, certaines agences tentent de contourner les règles, mais c'est souvent par peur de rester sur le carreau parce qu'on sait que le secteur est en grande difficulté. Merci beaucoup, Garance, pour ces réponses toujours aussi claires. Nous sommes nombreux à avoir acheté ou fabriqué des masques en tissu réutilisable. Il est très important de savoir les entretenir car ils ne sont efficaces que s'ils sont lavés après chaque utilisation. Regardez donc ces conseils avisés de nos experts Patrick Ninine et Léa Caboche. Ils sont partout, de tous les styles, achetés ou faits maison. Les masques grand public en tissu ont un avantage évident, ils sont réutilisables. Pour le lavage, chacun a sa technique. Je le lave dans une bassine d'eau chaude. Je mets du produit désinfectant. On prend une casserole, on met de l'eau dedans, on attend que ça boue et ensuite on met les masques. Mais quelle est la bonne façon d'entretenir son masque? Cette créatrice de bijoux qui a élargi sa gamme en se lançant dans leur fabrication doit conseiller chacun de ses clients. Si dans la machine ils se défont, il vaut mieux les mettre dans un petit filet. Pour elle, c'est un vêtement comme un autre. Moi j'ai pas d'autre principe que de leur dire, ils conseillent à 60. Maintenant beaucoup de dames me disent, mais moi je ne fais que des lessives à 40 degrés. En tout état de cause, évitez de laver votre masque à l'eau bouillante pour ne pas altérer les tissus. La solution recommandée est de faire comme cette mère de famille, un lavage prolongé à la bonne température. J'ai vu un infectiologue, je ne sais plus qui disait qu'il fallait mieux le laver en machine. Donc il y a un certain temps de contact, 60 degrés. Car à 60 degrés, le virus meurt. Et pour éviter qu'il ne prolifère, le séchage doit être rapide. Un coup de fer à repasser peut compléter la désinfection. Pour finir, le test de la bougie. Rien ne passe au niveau du masque. Il est de nouveau prêt à l'emploi. Le mieux est de demander conseil aux vendeurs et dans le doute à un pharmacien qui vous donnera les bonnes informations. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est utiliser des détergents, de l'eau de javel, par exemple, des gels hydroalcooliques, pour ne pas altérer la qualité des fibres du tissu, d'une part, et éviter tout ce qui est irritation. Un masque a une durée d'utilisation. Pour qu'il soit efficace, vous devez respecter le nombre de lavages prévu par le fabricant, sinon il ne vous protégera plus. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi cette grande première en matière spatiale. Dans 2 heures, une fusée réutilisable construite par une entreprise privée va décoller de Cap Canaveral en Floride en direction de la Station spatiale internationale. C'est le triomphe des nouvelles technologies, des écrans plats, mais aussi du marketing. Christine Chapelle. Ils sont le symbole de la puissance spatiale américaine retrouvée. 2 astronautes en combinaison qui montent dans une voiture du futur. Un show à l'américaine pour faire oublier 9 années où la NASA a dû acheter des places dans les fusées russes. Suprême humiliation. Grâce au partenariat avec SpaceX, la fusée Falcon 9 devrait, si les conditions météorologiques le permettent, décoller à 22h33. La NASA est de nouveau dans la course à l'espace. Bob et Doug sont à la dernière étape du succès de ce partenariat public-privé qui a réduit les coûts et qui va nous permettre ensuite d'aller sur la Lune et d'y aller durablement avec des fusées réutilisables. Et tout ça dans un seul but, c'est d'aller sur Mars. Ce vol est aussi le rêve d'un homme, Elon Musk. Milliardaire, charismatique et visionnaire, lorsqu'il crée en 2002 la première entreprise spatiale privée SpaceX, personne ne le prend au sérieux. Depuis, il a prouvé qu'on pouvait réduire le coût des fusées grâce aux étages réutilisables. Il va ce soir emporter ses premiers passagers vers l'espace et lui aussi affiche son ambition d'aller sur la Lune et ensuite sur Mars. Ça rend les gens enthousiastes pour l'avenir. Nous voulons que ce qui se passe dans la science-fiction, dans les romans, dans les films, ne soit plus seulement de la science-fiction, mais devienne réalité. Et derrière ce premier vol privé, il y a aussi un enjeu, le tourisme spatial. Beaucoup sont prêts à payer très cher pour aller dans l'espace et Elon Musk ne demande qu'à les satisfaire.
Et il y a quelques instants à peine, l'écoutille principale de SpaceX a donc été fermée. L'engin est donc prêt au décollage. Restons un instant aux États-Unis. 200 ans après la conquête de l'Ouest, il reste encore de vrais cow-boys. Ils sont quelques dizaines de milliers. Ils gardent le bétail dans des ranchs parfois grands comme un département français. C'est le cas bien sûr au Texas. Mais vous allez le voir, cette vie de liberté et de grands espaces a elle aussi été bouleversée par l'épidémie. Reportage au pays du Stetson et des magnifiques chevaux Appaloosa. Amandine Atalaya et Mathieu Derrien. Dans ce coin perdu du Texas, les hommes se saluent comme avant. En France, vous vous serrez bien la main pour dire bonjour. Ah non, vous le faites plus maintenant? Hors de question dans ces grandes plaines de dépoussiérer des traditions immuables. Ce matin-là, depuis l'aube, les cow-boys de ce ranch séparent les veaux de leur mère pour qu'ils soient vaccinés, comme chaque année au printemps. Ça fait 150 ans qu'on fait tout à cheval, on n'a pas trouvé de meilleure manière. Au jour le jour, ce virus n'a pas changé grand-chose pour nous. Mais sur le plan économique, pour le patron, c'est une autre histoire. Joe vient de perdre 60 000 €. Il a vendu 400 bêtes. D'habitude, pour chacune, il fait 200 € de profit. Pas cette fois. Je les ai bradés. Je n'ai obtenu que 50 € par bête. Mais l'important, c'est que tous mes employés puissent continuer à nourrir leur famille. Moi, je veux pas les licencier. Depuis le début de l'épidémie, les prix du bétail se sont effondrés. Et c'est une catastrophe pour les États ruraux comme le Texas, qui compte 250 000 fermes. Celle de Joe a déjà connu beaucoup de déboires. Une sécheresse dramatique il y a 9 ans, des blizzards et même un incendie. Alors il reste optimiste. Mes ancêtres ici ont connu la Grande Dépression des années 30, ou la Deuxième Guerre mondiale, où tous les hommes étaient partis se battre. Nous, les ranchers, on fait face à des crises depuis que l'élevage est une industrie. On a de la ressource. On sera toujours là après le coronavirus. Et voici le cœur du problème, les abattoirs qui bloquent toute la chaîne d'approvisionnement. Longtemps, les usines de viande de la région ont refusé de tester leurs employés. Celle-ci vient de le faire. Sur 3600 travailleurs, 400 sont infectés. Avec plus de 11 000 cas au niveau national, les abattoirs tournent au ralenti. Notre rancher, Joe, et tous les fermiers de la région vendent d'habitude leurs troupeaux à ces gigantesques parcs d'engraissement où les bêtes sont gavées de nourriture avant d'être tuées. Mais faute de pouvoir être abattues en ce moment, elles s'accumulent. Ici, par exemple, elles sont 76 000. Il y a embouteillage. Beaucoup d'usines de viande ont fermé plusieurs semaines, donc à la fin, il y a moins de viande dans les supermarchés. Tout ça, c'est la pire crise qu'on ait connue depuis 20 ans, je dirais, depuis l'épidémie de la vache folle. Invoquant un risque de pénurie de viande, Donald Trump a ordonné la réouverture de tous les abattoirs américains, malgré les risques d'infection. Et nos ranchers, qui ont tous voté pour lui, applaudissent. Oui, madame. Il s'est battu pour nous. Et il nous a bien aidés dans ces temps difficiles. Les gens veulent toujours trouver un coupable, mais c'est trop facile de le blâmer. Le gouvernement versera bientôt une aide d'urgence de 20 milliards € aux agriculteurs. Joe, lui, va garder ses bêtes le plus longtemps possible dans les pâturages. Les prix sont devenus trop faibles pour qu'il les vende. Mais les petits ranchs ne pourront pas s'offrir ce luxe, celui de la patience. Joe dit être certain que plusieurs centaines d'entre eux mettront la clé sous la porte cet été au Texas. Et depuis plus de 2 mois, une vingtaine de Français nous font partager leur vie quotidienne en se filmant eux-mêmes. Ce soir, dans Ma Nouvelle Vie, nous retrouvons la famille Kasparian. Les parents et leurs 4 enfants retrouvent peu à peu leur vie d'avant. Première sortie pour les uns, retour au travail pour les autres. Quelles nouvelles habitudes ont-ils pris depuis le déconfinement? Elena Despaturo et Antoine Silberman. On leur a organisé une petite chasse au trésor dehors. On va pas rester longtemps, mais c'est parti. On y va? Oui, je vais. Ça fait longtemps qu'elles n'ont pas couru. Derrière la caméra, Sacha Kasparian a du mal à suivre ses enfants. Trop impatients de revoir leur grand-mère. Coucou mes chéris!
Malgré le déconfinement, elle a décidé de rester sur son balcon. Ouah, le cadeau de l'OM! Mais leur a préparé des surprises. Oh, génial! C'est très dur pour les grands-parents de rester à distance de leurs petits-enfants. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas le choix, on veut préserver tout le monde, donc on attend encore un peu avant les gros câlins. Les enfants ne retourneront pas à l'école avant septembre. Je pense que je vais arrêter la décoration. Je vais me reconvertir dans la marionnette. Les parents, eux, tentent de sauver leur entreprise d'événementiel. 50 mariages ont été annulés ou reportés. Alors ils ont créé leur site internet et vivent au jour le jour. Cette nouvelle vie, elle est un petit peu incroyable et un peu stressante parce que c'est quelque chose, dans les événements, on a toujours une visibilité avec 6 mois ou voire 1 an d'avance. Donc on s'adapte et on trouve toujours des solutions. Allez, c'est parti, notre première journée de travail, on se dirige vers Rungis. Premier mariage à assurer depuis le déconfinement. Salomé retrouve ses habitudes. Je suis Jean-Pierre, notre commande de fleurs est arrivée. Le défi du jour, décorer un jardin privé pour accueillir les mariés. 30 invités et moins de 2 heures pour tout installer. On a fait l'allée centrale qui va amener tout à l'heure la mariée à sa cérémonie. Donc là, Salomé est en train de placer des chaises. D'habitude, on les colle, mais là, on est obligé de laisser un espace pour respecter les distances. Et les masques. Le couple a su garder le sens du détail et de l'humour. La grande nouveauté dans la décoration, c'est l'arbre à masques. Avant, on accrochait des dragées, aujourd'hui, on accroche des masques dans les arbres. Salomé est fière de nous faire partager ces images de ce premier mariage de la saison. La chance leur sourit à nouveau. Suite sans doute au prochain épisode. Depuis 2 semaines, nous vous faisons également découvrir une France que vous ne connaissez sans doute pas. Une France secrète à moins de 100 km de chez vous. Si vous habitez Nantes, Angers ou La Roche-sur-Yon, je vous propose ce soir de partir à la découverte de la vallée de l'Èvre. Ses méandres, ses cirques naturels, ses abbayes et bien sûr, non loin de là, la majestueuse Loire. Nicolas Est, Nick Ressman et Manon Meunier. Que faire dans un rayon de 100 km autour de la Cité des Ducs ? Spécialisée dans les voyages, cette librairie nantaise apporte quelques pistes. Chaque année, ce commerçant vend 10 000 cartes de la France et de l'étranger. Et cette fois, il nous propose une destination dans le Maine-et-Loire. Là, ici, on a Varade, Saint-Florent-le-Vieil. Et là, on a toute la vallée de l'Èvre. Et là, on voit, là, en fait, là, il y a des domaines. Et les courbes de niveau, elles sont très, très rapprochées. Et là, voilà, elle refait des méandres un peu plus loin. Et on arrive ici. Et il y a la croix de Couraucé. Le cirque de Couraucé, un site naturel remarquable situé à 60 km de Nantes. Ici, la vallée de l'Èvre offre en son milieu un paysage en forme de U creusé au fil des ans. Là, on est à 70 mètres au-dessus de l'Èvre. Il y a un grand cirque, le grand cirque de Couraucé, parce que la rivière, l'Èvre, n'a pas pu rentrer dans la roche, bien sûr. Donc, elle a contourné, elle a créé un grand cirque, et on voit qu'au bout là-bas, il y a un petit cirque aussi. Dominique est un enfant du pays, un photographe professionnel qui préfère les heures calmes pour prendre ses clichés. On a toujours des lumières et toujours une végétation, grâce à la lumière, qui diffère. Donc c'est le paradis pour les photographes. Autrefois, il existait un village sur les rives. Aujourd'hui, il ne reste que ces ruines baignées par le silence. Là, avec le déconfinement, le week-end dernier, c'était rempli de monde, quoi. Parce que les gens avaient besoin de se retrouver en plein air et en contact avec la nature. À quelques kilomètres d'ici, l'Èvre se jette dans la Loire. À proximité, la commune de Saint-Florent-le-Vieil, la ville de Julien Gracq. L'écrivain français y est né et y séjournait régulièrement. Une maison ouverte au public lui est consacrée. Elle contient une partie de ses livres et des cartes, source d'inspiration pour ses ouvrages. À côté de la maison, les promeneurs peuvent de nouveau circuler sur le sentier qui porte son nom le long du fleuve. L'auteur venait souvent y flâner. En 1976, il publie Les eaux étroites, un livre consacré à l'Èvre et à la Loire. C'est un homme du fleuve d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui est né au bord de la Loire, qui est mort au bord de la Loire. Au contact de la Loire, son imaginaire vagabonde et l'emmène bien plus loin. Un peu plus haut, dominant le fleuve, l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil a séduit ces touristes nantais. On va souvent des fois loin pour voir des choses à l'étranger, qu'on a des jolies choses chez nous aussi. Il n'y a pas besoin d'aller loin, c'est sûr. Ouais. Mais enfin après, si on peut aller au-delà des 100 km, on appréciera encore aussi. Hein. Avec plus de 1000 km de long, la Loire réserve aux visiteurs de belles découvertes, mais c'est une autre histoire. Et nous connaîtrons assurément la réponse concernant ces 100 km demain à 20h et même peut-être un peu avant. Sur LCI, Julien Arnaud reviendra sur les pistes du déconfinement dans le Grand Soir. Rendez-vous
à 20h50 sur le canal 26 et puis sur TF1 dans un instant. La météo de Louis Baudin, Nicolas Canteloup et Alessandra Sublet avant votre série The Resident. Demain à 13h, le duo Jacques Legros et Jean-Pierre Pernaut. Quant à moi, je vous retrouve exceptionnellement à 15h30 pour une édition spéciale consacrée aux annonces du Premier ministre sur la suite du déconfinement avec tous les détails importants concernant votre vie quotidienne. Puis à 19h45, un point sur l'épidémie et à 20h, bien sûr, le journal de toute la rédaction. Excellente soirée à tous. À demain, prenez soin de vous. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal